Lors d'un faux rendez-vous, Philippe Kopman, 22 ans, a été tabassé à mort le 16 avril dernier à Grande-Synthe, près de Dunkerque. Ses agresseurs, des adolescents, auraient piégé le jeune homme sur un site de rencontre. Ils l'ont ensuite molesté, lui assénant plusieurs coups à la tête. Le motif de cette agression barbare reste flou. Voulait-on faire payer quelque chose à Philippe ? Quelques jours auparavant, les mêmes adolescents auraient déjà piégé un internaute qui avait réussi, lui, à prendre la fuite. La nuit de lundi à mardi, peu avant 1h du matin, Philippe rentre chez lui après avoir passé la soirée chez une amie. Il m'a dit qu'il rentrait chez lui à minuit 40 et depuis minuit 40, j'ai plus une nouvelle. Sur le chemin, l'homme âgé de 22 ans appelle un autre camarade. Au bout du fil, celui-ci se rend compte que Philippe est pris à partie par des passants. Il en fait se plaint de sifflements de la part d'un groupe de jeunes, jusqu'à ce que j'entende un des jeunes dire « va derrière lui pour pas qu'il s'enfuit ». Il commence d'abord à lui asséner un premier coup. J'entends un cri de douleur. Bien sûr, après ça, j'entends juste les coups et les insultes des jeunes, vous savez. Il contacte la police et les secours. Philippe est retrouvé inconscient sur ce parking. Son corps présente plusieurs traces de coups, notamment au visage. L'homme de 22 ans est transporté à l'hôpital et décède dans la soirée. Une impression de scénarios sans fin qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, d'abord, c'est toujours des jeunes garçons qui paraissent des garçons gentils, bien élevés, sans agressivité, qui sont quelque part des proies pour des barbares, pour des sauvages, qui n'attendent qu'une chose, c'est se farcir des Français, se farcir des Blancs gratuitement. Bon, ça, c'est le premier réflexe. C'est la suite de Lola, c'est la suite de Thomas, c'est la suite de combien d'autres. S'agissant du mobile, nous ne disposons à ce stade, et j'insiste, que des déclarations des mises en cause. Il mentionne avoir fixé un rendez-vous avec la victime via un site internet de rencontre dénommé Cocoland, en se faisant passer pour une jeune fille mineure. Les mises en cause affirment avoir vérifié que la victime était bien la personne ayant répondu à l'annonce en l'appelant et en entendant la sonnerie de son téléphone. J'insiste, ce sont leurs déclarations et l'exploitation des téléphones saisis permettra de préciser ces éléments. Il a été battu à mort sur un parking. Les suspects sont des adolescents de 14 et 15 ans. Visiblement, un guet-apens organisé suite à un rendez-vous pris sur Internet. Très vite, dans les journaux, un nom de site apparaît, Cocoland. Le jeune homme de 22 ans a-t-il échangé sur ce site de rencontre ? Ce qui est quand même monstrueux, c'est que le gars est mort et on le salit. C'est-à-dire, vous avez des journalistes comme le fameux De Cugis au Parisien, qui est quand même réputé pour multiplier les fausses informations, toujours guillemets contre des Français et toujours guillemets contre l'extrême droite. Donc vous avez ce De Cugis qui relaie l'information et donc on fait passer le malheureux Philippe, à peine refroidi, comme un pédophile. Parce que c'est quand même ça. Et là, on est obligé de voir qu'il y a une continuité dans la stratégie de ceux qui veulent noyer le poisson et minimiser la gravité des choses. C'est quelque part de salir les victimes, de laisser entendre que finalement, les victimes, peut-être qu'elles ont cherché un tout petit peu ce qui leur est arrivé. Ce qu'on a appris par la suite, c'est que c'était un autre habitant de Grande-Synthe qui aurait dû tomber sous les coups des agresseurs et que le malheureux Philippe était, comme on dit très souvent, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est tout près de l'endroit où Philippe a été tué qu'un autre jeune homme, que nous appellerons Mathéo, affirme avoir eu rendez-vous avec une femme la nuit même du meurtre. Il dit l'avoir rencontrée sur le forum de discussion Coco. Je les ai abordés sur Cocoland en premier, comme des gens normaux, on parle. Salut, ça va, je fais... Bref, on a parlé. Après, je vais être honnête, elle voulait des sous. Voilà, bref, j'ai proposé des sous, 150 euros. D'après Mathéo, son interlocutrice lui propose alors un rendez-vous le soir même, vers 00h30. Elle m'a donné une adresse de
devant la mairie de Grande-Sainte. Donc j'ai demandé une photo, ils m'ont envoyé une photo googlisée. C'est-à-dire une photo trouvée sur Google. Le jeune homme explique comprendre à ce moment-là qu'il s'agit d'un piège, pense qu'on veut le dépouiller, mais il continue la discussion, prétend qu'il arrive. D'après lui, son interlocutrice se fait pressante, il décide alors de la confronter. Oui, à minuit 40, je leur dis exactement, non, je serai pas là, bref, je serai pas là. Ils ont commencé à insulter, bref. Je leur ai dit que je savais que c'était faux, pourquoi ils faisaient ça. Ils m'ont sorti, c'est la res. Donc la res, entre parenthèses, ça veut dire en gros, c'est la galère. Il affirme avoir contacté la famille de Philippe, puis avoir raconté son histoire aux policiers du commissariat de Dunkerque après avoir appris le meurtre. Aujourd'hui, il dit culpabilisé, persuadé que cela aurait dû être lui. Nous, la famille proche, nous avons reçu un message de ce Mathéo qui s'est présenté en nous expliquant qu'effectivement, il avait utilisé ce site, qu'il avait effectivement un lieu de rencontre à cet endroit. Ce qu'il y a, c'est que Philippe s'était rendu chez son ami, qui habite à une centaine de mètres de chez lui, et après être sorti, il se rendait à une alimentation générale où, comme nous tous, en fait, dans cette ville, moi y compris, quand la nuit on se balade, on fait une balade en vélo, on a l'habitude d'aller à cette alimentation générale, acheter une canette, se balader, enfin bref. Il s'est rendu sur ce lieu, c'était sur le chemin. Philippe a été au mauvais endroit, au mauvais moment. On raconte donc que Philippe, c'est un pédophile et donc les autres, c'est presque des justiciers. C'est presque ça, c'est presque des justiciers qui vont épurer la société d'un pédophile nuisible, quoi. C'est tout juste si c'est pas des héros. Ce qui me frappe, pour ma part, au-delà du fait divers crapuleux, c'est l'âge des protagonistes, 14 et 15 ans. C'est quand même très jeune. Donc en effet, il y a quelque chose là qui nous sidère. Et puis le mobile, parce que tuer quelqu'un pour lui voler son téléphone portable en 2024, c'est quand même assez petit joueur. Donc si vous voulez, il y a un décalage entre le mobile annoncé et les conséquences. Il y a une forme d'amusement aussi. C'est très rigolo de shooter dans la tête d'un type inconscient, ça c'est tragique, mais c'est vrai. Et tant qu'à faire, si on peut piller un peu, si on peut avoir le truc, voilà, c'est assez triste, hein, les objets, la consommation ostensible dont parlait Veblen, là, c'est le côté, on s'affiche avec des biens qui font rêver dans ces groupes-là, dans ces milieux-là. Et on était pareil, par exemple Thomas, c'était grandiose, qui a été également une histoire qui a beaucoup ému, qui a révolté les Français. Thomas, tout le monde a compris tout de suite, les 24 premières heures, qu'il y a eu une quinzaine de racailles qui sont venus foutre la pagaille, des mecs de la Monnaie à Romans, qui sont venus foutre la pagaille dans une fête populaire, d'un petit village de à peine 1000 habitants où les gens étaient contents d'être dans l'entre-soi et que les gars sont venus foutre le bordel et qu'ils ont planté tout ce qui ressemblait à des Français gaulois blancs des campagnes, quoi. Tout le monde a compris ça au bout de 24 heures. Mais ce scénario-là dérangeait. Chaque mois, dans chaque département, les policiers et les gendarmes, chacun sur sa zone, remplissent un grand tableau Excel qui s'appelle l'État 4001, et là-dedans, les homicides sont décomptés de la façon suivante. Des homicides, chaque fois que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre. Après ça, les règlements de compte entre malfaiteurs. Après ça, les coups et blessures ayant entraîné la mort, etc. Mais rien là-dedans ne permet de différencier celui qui a été tué parce qu'on lui a jeté une bombe atomique sur la tête ou parce qu'il a été planté à coups de cure-dent ou quoi que ce soit entre les deux. Comprenez que le ministère de l'Intérieur ne publie même plus les données de l'État 4001 brut. Il a une espèce de compte-rendu mensuel qui s'appelle Interstat, et là-dedans, il y a homicide, point final. On ne sait plus si les homicides ont été commis à la ville ou à la campagne. Tant qu'on disposait de l'État 4001 par département, on était en gros capable de savoir s'il y en avait plus dans les Vosges ou dans le Tarn-et-Garonne. Maintenant, c'est terminé. Et en plus, tout cela est sous le contrôle direct du ministère de l'Intérieur, qui peut naturellement
envoyé téléphoniquement des consignes à des commandants de brigade de gendarmerie ou à des commissaires de police pour leur dire doucement les basses, ça monte trop vite, etc. Donc les chiffres qu'on a sont extrêmement imparfaits et en plus totalement truandables. Dans cette ville de 20 000 habitants, les agressions se multiplient alors que les effectifs de police sont de moins en moins nombreux dans la ville. La majorité des effectifs sont constamment sur des missions d'opération, lutte clandestine contre l'immigration. Donc à un moment donné, on ne peut pas être en patrouille et sécuriser les quartiers et faire la migration. On n'a pas ces demandes. Selon le policier, des agressions similaires ont déjà eu lieu dans un autre quartier proche de Grande-Synthe au mois de mars. Il faut que le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre qui l'aura choisi, convoque le directeur général de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la pénitentiaire et encore 2-3 services spécialisés, le renseignement intérieur, etc. et leur dire, dans les 3 mois, je veux un diagnostic précis de la situation criminelle en France. Je ne vous demande pas de me parler des mères malheureuses, des pauvres misérables martyrisés par une police raciste, etc. Arrêtons les conneries, je vous demande de me dire qui fait quoi et où. Voilà, je veux un document qui, au total, ne devra pas dépasser 30 pages, qui fait quoi et où. Voilà, c'est simple. À partir de ce moment-là, le document en question est donné au directeur général de la police nationale, au ministre de la Justice et au directeur de la gendarmerie nationale en disant application du code pénal. Nous avons un code pénal. Le code pénal, il est suffisant pour 95% des cas. Si, au lieu de ne pas appliquer le code pénal, on l'applique, tout change. Alors, la police nationale a les moyens de le faire, la gendarmerie nationale a les moyens de le faire. Nous avons un système régalien qui est bon en France. S'il dysfonctionne à l'heure actuelle, c'est qu'il est mal dirigé et qu'on lui apprend des sottises et qu'on lui fait faire des bêtises, pour être poli. Châteauroux, toujours sidéré ce matin, 2 jours après la mort d'un adolescent de 15 ans, poignardé au cours d'une bagarre. Son agresseur présumé, un jeune du même âge, d'origine afghane. Il est toujours en garde à vue ce matin, ainsi que sa mère. Il n'est pas tout à fait inconnu des services de police. Christophe Bordet, que sait-on exactement de cette affaire à l'heure qu'il est? Alors écoutez, les premiers éléments de l'enquête évoquent une bagarre entre 2 adolescents qui a donc tourné au drame. Des coups de couteau assénés, semble-t-il, par un jeune Afghan sur sa victime touchée à plusieurs reprises au niveau du thorax. Vous voyez, là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du 6 de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller démarrer jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut, là. Mais il n'est pas vers la droite, il est vers la gauche. Mathis, apprenti cuisinier âgé de 15 ans, fils d'un restaurateur bien connu à Châteauroux. La mère du meurtrier en situation régulière serait également soupçonnée d'être impliquée dans ce drame et tous les deux viennent de passer la nuit en garde à vue. Des précisions sur cette rixe, en tout cas sur ce qu'a dit ce jeune Afghan en garde à vue. Oui, sur une information BFM TV RMC, le suspect qui reconnaît l'agression, reconnaît les coups avec une arme tranchante à Mathis, explique que la cause de ça, ce serait une autre altercation, une autre embrouille entre lui et Mathis le matin. Il explique que Mathis était avec plusieurs personnes et il l'a insulté. Là, je vais sonner chez lui, fils de pute. S'il ne répond pas sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère et... Ouais, tellement ils ont changé. En gros, voilà. Ils ont changé la partie plus comme avant. Ce qui est quand même intéressant également, c'est que manifestement, Mathis faisait partie de ces jeunes Gaulois qui baissaient pas les yeux, puisqu'il accepte un combat physique, l'Afghan le défie, il gagne le combat physique, manifestement, il prend des coups, ça me fait penser à mon petit-fils. Il gagne son combat physique, il prend des coups, il en donne, mais l'autre ne supporte pas d'avoir été battu et revient avec un couteau. Il l'a insulté de fils d'Afghan, des insultes en lien avec son origine, parce que le suspect est d'origine afghane, et il l'aurait insulté de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, en l'incitant à retourner dans son pays. Et Mathis l'a même, d'après ce qu'il raconte en garde à vue, l'a même frappé au visage ce matin-là. C'est dit dans le sujet, on a constaté cette blessure en garde à vue.
c'est quand même, en gros, le français ne peut exister que battu et soumis. Mais le français qui redresse la tête et qui en plus gagne doit être châtié. C'est intéressant à approfondir. Et donc, le suspect, aujourd'hui, il explique que s'il l'a agressé, l'origine de ce conflit, c'est cette altercation qu'il y a eu le matin. Et c'est pour cela qu'il est sorti de chez lui un peu plus tard l'après-midi, parce qu'il n'arrivait pas à décolérer et qu'il a foncé vers Mathis pour l'insulter. Un suspect qui assure aussi que ce même Mathis l'aurait agressé verbalement et physiquement aussi 15 jours avant. On a l'impression, dans leur esprit, il faut empêcher, et là-dessus ils font le travail que veulent les autorités, il faut empêcher la révolte des Français, et il faut empêcher finalement que les gens, un peu comme ça avait commencé pour Lola et pour Thomas, que les gens sortent dans la rue, que les gens disent, donc il faut salir la victime. Il faut salir la victime en se disant, en salissant la victime, quelque part, on suscite un peu moins un sentiment de révolte, un sentiment d'indignation chez nos compatriotes. Déjà connu de la justice, mis en examen le 22 avril, quelques jours seulement avant le drame de samedi soir, suite à un guet-apens tendu sur Internet avec vol de portable sous la menace d'un couteau, placé sous contrôle judiciaire, seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, et alors mise en examen pour des faits de nature correctionnelle, dicite la procureure de la République de Châteauroux. Pour faire simple, le jeune Afghan avait été laissé en liberté, le juge ayant retenu l'excuse de minorité qui ne peut être levée qu'au-delà de l'âge de 16 ans. Déjà en février dernier, l'adolescent avait fait parler de lui dans une autre affaire de vol en Réunion, là encore pour un portable, sur un homme de 22 ans, cette fois dans un parc de Châteauroux. Le 30 septembre 2021, on a désarmé la justice des mineurs. C'est-à-dire que c'était Mme Belloubet et M. Dupond-Moretti qui ont réformé l'ordonnance de 45 et qui ont fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus incarcérer un mineur, même pour 15 jours. Parce que la procureure l'a dit. La procureure a dit on ne pouvait que mettre un contrôle judiciaire. Alors qu'avant 2021, on pouvait au moins incarcérer 15 jours. Et sur devant l'aggravé, c'est quoi ? Attends, 15 jours. 22 avril. Oui. On est le 28 avril. Et sur devant l'aggravé. S'il l'avait incarcéré, c'est 15 jours. Renouvelable une fois 15 jours. On n'aurait pas eu cette mort, voyez-vous. Oui. Et donc, on a désarmé la lutte contre la délinquance. Les juges, même s'ils avaient eu l'intention d'interrompre, comme tu disais, cette délinquance tout de suite, en prononçant une peine de privation de liberté provisoire, ils ne pouvaient pas le faire puisque la réforme de 2021 interdit aujourd'hui aux juges de le faire. C'est pour ça que je suis en colère. Il y a une très lourde responsabilité politique avant qu'elle soit judiciaire dans cette affaire. Quand Éric Dupond-Moretti a fait sa réforme en 2020, il a commencé par faire le bon constat, c'est-à-dire il faut que le mineur passe vite devant le juge, mais il y a eu la seconde partie du process qui est catastrophique, c'est que le mineur passe devant le juge et le juge lui dit « ce que tu as fait c'est pas bien, donc je te condamne, mais la sanction, on se revoit dans quelques mois et ça va dépendre de ton comportement ». Mais ça c'est un raisonnement d'intello. Pourquoi ? Parce que le jeune qui lui n'a pas tous les outils pour bien comprendre, qu'est-ce qu'il en ressort ? Il est interpellé, très bien, il passe chez les policiers, très bien, il est déféré chez le juge, donc il est présenté à un juge, le juge lui dit « ce que tu as fait c'est pas bien, je te condamne », ok ? Mais là, il dit, ok, mais tu me condamnes à quoi ? Et le juge dit, bon, on se revoit dans 6 mois, mais dans 6 mois, c'est une autre vie. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans le champ de conscience de ces jeunes qui sont déstructurés. Donc, quand il sort, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit, j'ai rien eu. Ces jeunes-là ont besoin de sentir que notre système n'est pas faible. Ça ne veut pas dire qu'il faut être excessif envers eux. Ça veut dire qu'il faut mettre des limites. Les gens qui dirigent la Ve République, depuis Mitterrand, sans discontinuer, tous ceux qu'on a eus, qu'ils se disent de gauche ou qu'ils se disent de droite, sont tétanisés à l'idée de faire preuve d'autorité sur quelque domaine que ce soit. La toujours rigolote Madame Traoré fait des manifs pour ses frangins dont collectivement le casier judiciaire ne tiendrait pas dans une brouette, n'est-ce pas ? Et donc, on lui dit, vous n'avez pas le droit de faire une manifestation, et la manifestation a lieu quand même. Comment voulez-vous, dans des conditions pareilles, que quiconque respecte un État ? Mon souhait, c'est qu'on puisse avoir évidemment un investissement majeur dans la prévention. C'est le cas ici avec les internats, avec d'autres dispositifs, le Beauvau de la prévention de la délinquance que animera Sabrina Agresti-Roubache, mais aussi qu'en termes de sanctions, on puisse aller beaucoup plus vite, avec des sanctions beaucoup plus rapides, beaucoup plus immédiates,
parce que c'est évidemment l'intérêt éducatif pour les jeunes que d'avoir des sanctions plus rapides, plus efficaces, plus adaptées, pour éviter ensuite que la délinquance s'accroisse. Ce que je constate, moi, sur le décalage entre le discours et les actes, c'est que dans le temps même où Gabriel Attal prononçait ces paroles volontaristes, le président de la République, lui, annonçait un Grenelle sur la violence des jeunes. Un Grenelle. Mais c'est le 53e Grenelle sur les mots français. Et on va faire quoi? Alors, après le Grenelle, on va faire un livre blanc pour tirer les conclusions du Grenelle. Et on va se retrouver en 2025, 2026 avec 2, 3, 4, 5 fois par semaine maintenant des crimes ou des délits graves qui sont des violences extrêmement... qui sont des violences terribles. Enfin, vous avez un enfant, pardon d'être vulgaire, vous lui interdisez de faire pipi sur le tapis du salon et il fait pipi. À la fin, quand vous lui dites quelque chose, il vous respecte plus, vous obéit plus, vous écoute plus. Ça... n'importe qui dans sa vie ayant eu simplement une famille à prendre en compte autour de soi le comprend, mais j'ai pas l'impression que l'équipe qui nous dirige a tellement de familles nombreuses que ça à gérer, donc peut-être ne savent-ils pas. Je suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir. Et je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard. Il me dit, non maman, je te jure, il me dit, la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qui le prenne, il faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Les émeutes de l'été dernier, de fin juin, début juillet 2023, elles sont pour l'essentiel le fait de mineurs, c'est-à-dire ceux qu'on a vus dans les rues en train de tout casser, de mettre les cocktails Molotov, c'est 6 fois sur 10, c'est-à-dire en majorité, des mineurs. Les mineurs en question, qu'est-ce qui peut leur arriver? Eh bien, aujourd'hui même, là, maintenant où on se parle, dans le code pénal, il y a un article 227-17 qui dispose que tout parent, père biologique, père adoptif, tuteur, etc., qui a la responsabilité d'un mineur, et écoutez-moi bien, qui le met en danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Le fait de laisser des gamins de 15 ans traîner sur des points de vente de drogue à 3 heures du matin, le fait de laisser les mêmes gamins jeter des cocktails Molotov sur la police à minuit, dans les zones hors contrôle ou à proximité, c'est pas mettre son enfant en état de danger physique ou moral. La preuve que oui, c'est que à Marseille, l'an dernier, il y a eu 49 assassinats entre gangsters et que 1/3, c'était des mineurs. Alors, le fait d'être tué, c'est quand même être gravement en danger physique et moral, n'est-ce pas? On est d'accord. Eh bien, l'article 227 du Code pénal n'est jamais appliqué. Pourquoi? Parce que les malheureux victimes de l'exclusion, etc., toutes les sottises habituelles, si on applique l'article en question, les émeutes, il y a celle de juin-juillet dernier, mais il y en a au quotidien, il y en a encore une il y a 3 jours, je sais plus trop où, mais il y en a toutes les semaines en France. Eh bien, elle diminue de 90%. La fois où le petit met sa cagoule pour sortir dans la rue à minuit, les parents disaient, t'as vu ce que ça m'a coûté la dernière fois, tu veux rester ici? On est surtout dans un déni total des réalités. Et vous regardez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais un mec de gauche qui intervient, qui s'indigne quand il y a ce genre de... quand il y a Mathis, quand il y a Philippe, quand il y a Lola, quand il y a Thomas. Le seul truc, c'est naturellement toutes nos condoléances à la famille et non à la haine. C'est le seul discours qu'ils ont. Autrement dit, les Français peuvent continuer à tomber. Il faut pas remettre en cause l'immigration. Il faut pas remettre en cause la politique des juges. Il faut pas remettre en cause le laxisme de, disons, les violences que subissent les policiers. Il faut pas toucher à ça. Mais quand on a un fait divers, comme on l'appelle de manière assez maladroite, je me souviens pas que sur l'affaire Théo, on a eu les mêmes précautions dans un certain camp politique situé évidemment à gauche de l'échiquier et même au centre pour dire attention, pas de récupération évidemment. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire et comment traduire aujourd'hui le mot récupération?
pas de récupération. Ça veut simplement dire circuler, il n'y a rien à voir. Ne parlez pas des responsabilités politiques et n'évoquez pas les solutions pour éviter que ce drame ne se reproduise. Attendez le prochain drame. C'est ça ce que ça veut dire aujourd'hui. Récemment, le ministère de l'Intérieur a publié une espèce de note, alors qui dit confidentielle, mais qu'il s'est empressé de faire fuiter vers un de ses journaux chouchou, favoris, récipiendaire de ces informations. Et là, on apprenait des tas de choses inutiles sur les homicides commis à coups de couteau. Et là, il est le seul à pouvoir les transmettre, puisqu'il faut qu'il interroge au niveau des brigades de gendarmerie ou de police pour obtenir les données dossier d'enquête par dossier d'enquête. Ça n'est pas compilé plus loin. Et là-dedans, il nous apprenait toutes sortes de choses inutiles, mais pas l'essentiel, c'est-à-dire qui poignarde, qui est poignardé et où. Quand on parle, j'ai été un des premiers à employer le mot qui maintenant est rentré malheureusement dans le langage commun, quand on parle d'ensauvagement, c'est-à-dire que vous avez toujours ce constat réitéré d'une baisse du seuil de déclenchement de la violence et d'une intensité de cette violence, c'est-à-dire une violence terrifiante, et vous avez rappelé les faits de la semaine dernière. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une partie au moins de ces violences, et c'est le deuxième grand non-dit de Gabriel. Il y a Gabriel Attal, donc il dit les choses. Emmanuel Macron dit, non, mais on va d'abord faire un Grenelle. Et puis même dans son discours, Gabriel Attal, il y a une chose qu'il ne nomme pas. Le non-dit, c'est la responsabilité des conséquences culturelles de l'immigration sur cette explosion de violence. Alors on a eu à droit des crises de nerfs médiatiques du style « la jeunesse est-elle devenue violente ?» etc. Évidemment non. Si on prend ce qui se passe dans les zones de la France, nombreuses encore, qui ne sont pas affectées par une migration massive venue de pays où les coutumes et les mœurs sont différentes des nôtres et où, comme on l'a vu récemment, encore en Seine-Saint-Denis, « t'as regardé ma sœur, peut vous vouloir un coup de poignard », c'est-à-dire des mœurs médiévales. Donc les gens issus des zones en question ont tendance, je ne peux pas vous dire si ce sera éternel, mais en tout cas sur les premières générations, à reproduire les mœurs et les comportements de leur pays d'origine. Et cela, notamment dans le cas récent d'Afghans ayant poignardé leurs petits camarades de jeu, est caractéristique de ce qui peut se produire dans des endroits où différentes sortes de populations sont en contact les unes avec les autres, n'ayant pas les mêmes mœurs, et celles qui arrivent sur le sol français n'ayant pas été accoutumées, formées aux usages sociaux de leur pays d'accueil. Une immigration de quantité qui attire des individus qui viennent pour évidemment profiter d'un niveau de vie dont malheureusement bientôt des milliards de personnes voudront profiter. Donc on a un pays de 67-68 millions d'habitants officiellement maintenant, donc ça va pas être possible. Et il y aura toujours des candidats, toujours beaucoup de candidats, beaucoup plus que l'Europe ne peut en accueillir. Donc soit le modèle européen se préserve tel qu'il est, donc il prend des mesures pour couper les pompes aspirantes sociales, les pompes, le laxisme judiciaire, et donc il se montre ferme et dissuasif, ce qui est très possible quand on a un pays qui est dissuasif vis-à-vis de l'immigration s'arrête, ça c'est clair, et il peut sauver la situation. Mais là, on est encore une fois paralysé par notre administration, par nos gouvernants qui sont très loin de tout ça. À aucun moment, ces gens-là n'évoquent le sujet de fond qui est le sujet migratoire. Ils ramènent ça à des pures questions de gestion. Mais en réalité, le fond du sujet, il est là. Nous n'avons jamais eu autant d'immigration. 330 000, c'est le nombre de titres de séjour, donc légaux, accordés aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que cette personne-là était sur notre sol, elle est entrée de manière légale. Légale, absolument. Et pourtant, vous voyez, on n'a jamais accordé autant de titres de séjour, et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu, ces 10-15 dernières années, autant de crimes, autant de délits impliquant des personnes de nationalité étrangère. Donc c'est pour ça que je veux surtout pas qu'on élude la question des responsabilités politiques. Ceux qui nous dirigent depuis 7 ans sont directement responsables. C'est comme si on était condamné
à subir cette espèce de descente aux enfers que nos compatriotes subissent chaque jour et l'angoisse que ça suscite. Parce que quand on voit finalement Mathis, quand on voit Philippe, lequel de nos compatriotes ne se dit-il pas peut-être qu'un jour ça va être mon fils, peut-être qu'un jour ça va être ma fille, peut-être qu'un jour ça va être mon frère. On a une augmentation continue de cette immigration légale qui est bien plus massive que l'immigration illégale, qui est anecdotique. Et on refuse complètement de voir le problème en face. J'ai vu une carte des hold-up, des braquages dans la wilaya d'Alger, avec la fréquence des braquages en question. Le sommet du pic, c'est quand il y a des vacances scolaires en France. Cherchez l'erreur. Cette histoire de criminalité en France, d'origine migrée, pourrit la vie de la deuxième partie de l'autre partie de la Méditerranée autant que chez nous. Alors là aussi, il faut leur parler fermement et les aider. J'ai vu de nombreuses fois des gens, notamment des gendarmes marocains, algériens et sénégalais, me dire « mais ce qui se passe chez vous est invraisemblable, vous pouvez pas remettre un peu d'ordre ?» parce qu'après ça, ils viennent chez nous et ils font pareil.